Mort par noyade. L'ex-superintendant de Scotland Yard, Sir Henry Clittering, séjournait chez ses amis, les Bantry, non loin du petit village de St. Mary Mead. Un samedi matin, en descendant agréablement déjeuner en invité à 10h15, il faillit se heurter à son hôtesse, Mrs. Bantry, à la porte de la salle à manger. Elle sortait de la pièce, visiblement agitée et bouleversée. Le colonel Bantry était attablé, le visage encore plus rouge que d'ordinaire. « Bonjour, Clittering, dit-il. Belle journée. Servez-vous. » Sir Henry obéit. Alors qu'il s'asseyait devant une assiette de rognons au bacon, son hôte poursuivit. « Dolly est un peu émue ce matin. »« Oui, c'est ce qu'il m'a semblé, » répondit doucement Sir Henry. Cela l'étonnait un peu. Son hôtesse était de tempérament placide, peu encline aux sautes d'humeur. Pour autant qu'il le savait, elle ne se passionnait que pour une chose, le jardinage. « Oui, » reprit le colonel, « les nouvelles reçues ce matin l'ont bouleversé. Une fille du village, la fille d'Emott, le propriétaire du sanglier bleu. »« Ah oui, bien sûr. »« Oui, » fit le colonel, pensif. « Jolie fille, s'est retrouvée dans les ennuis, l'histoire habituelle. J'ai discuté avec Dolly à ce propos. Ridicule de ma part, les femmes n'entendent pas raison. Dolly avait pris fait et cause pour la fille, vous savez comment sont les femmes. Les hommes sont des brutes, tous autant qu'ils sont, etc., etc. Mais ce n'est pas si simple que ça aujourd'hui en tout cas. Les filles savent ce qu'elles font. Le type qui en séduit une n'est pas forcément un vaurien. Le plus souvent, c'est 50-50. Le jeune Sandford me plaît assez. Un imbécile plutôt qu'un don Juan. C'est ce Sandford qui a mis la fille dans les ennuis ? À ce qu'il semble. Personnellement, je n'en sais rien, bien sûr, dit le colonel prudent. Tout ça, c'est rumeurs, potins et compagnie. Vous connaissez l'endroit. Comme je viens de vous le dire, je ne sais rien. Je ne suis pas comme Dolly à tirer des conclusions hâtives et à lancer des accusations dans toutes les directions. Bon Dieu, on doit faire attention à ce qu'on dit. Vous savez, à l'enquête et tout ça. L'enquête ? Le colonel Bantry fixa Sir Henry. Oui, je ne vous l'ai pas dit. La fille s'est noyée. Voilà pourquoi tout ce vacarme. C'est une vilaine affaire, fit Sir Henry. Pardi. Je préfère ne pas y penser. Pauvre petite diablesse. À ce qu'on dit, son père est très dur. Je suppose qu'elle n'a pas eu le courage d'affronter la mercuriale. Puis, après un silence, c'est ce qui bouleverse tant Dolly. Où s'est-elle noyée ? Dans la rivière. Passé le moulin, le courant est assez fort. Il y a un sentier, puis un pont. On pense que c'est de là qu'elle a sauté. Bon, c'est insupportable d'y penser. Dans un solennel bruissement de papier, le colonel Bantry ouvrit son journal et s'appliqua à détourner son esprit de ce pénible sujet en le fixant sur les dernières iniquités du gouvernement. Sir Henry n'était que médiocrement intéressé par cette tragédie villageoise. Après le déjeuner, il alla s'installer confortablement sur la pelouse dans un fauteuil. Il tira son chapeau sur ses yeux et se mit à considérer la vie sous un angle apaisant. Vers 11h30, trébuchant sur le gazon, une femme de chambre proprette vint à lui. « Veuillez m'excuser, monsieur, mais Miss Marple est là et désirerait vous voir. »« Miss Marple ?» Sir Henry se redressa et remit son chapeau en équilibre. Il était surpris. Il se rappelait très bien Miss Marple, ses manières agréables et surannées de vieille fille, et son étonnante perspicacité. Il n'avait pas oublié la douzaine d'affaires mystérieuses et non résolues que cette vieille demoiselle de village avait su démêler de façon infaillible. Sir Henry lui vouait un profond respect, et il se demandait ce qui pouvait bien l'amener aujourd'hui. Il la trouva assise au salon, très droite comme toujours, un panier de couleurs vives d'origine étrangère à côté d'elle. Elle avait les joues roses et paraissait agitée. « Sir Henry, je suis si contente. Quelle chance de vous trouver là. Je viens juste d'apprendre que vous séjourniez parmi nous. J'espère que vous me pardonnerez. »« C'est un grand plaisir, » déclara Sir Henry en lui prenant la main. « Mais je crois que Mrs. Bantry est sortie. »« Oui, » répliqua Miss Marple. « En passant, je l'ai aperçue en conversation avec Footit, le boucher. Henry Footit a été écrasé hier, c'est-à-dire son chien. Un de ces phoques à poils ras, robustes et agressifs, comme en ont toujours les bouchers. Oui, fit Sir Henry, encourageant.
« Je suis contente qu'elle ne soit pas là, poursuivit Miss Marple, parce que c'est vous que je veux voir, à propos de cette triste affaire. »« Le chien d'Henry Footit ?» demanda Sir Henry, légèrement ahuri. Miss Marple lui lança un regard de reproche. « Non, non. Rose Emott, bien sûr. Vous en avez entendu parler. » Sir Henry hocha la tête. « Bantry me l'a raconté. Très triste, en effet. » Il était un peu perplexe, il ne voyait pas pourquoi Miss Marple désirait le voir à propos de Rose Emott. Miss Marple se rassit. Sir Henry s'assit également. La vieille demoiselle changea soudain de manière. Elle prit un air grave, empreint de dignité. « Vous vous souvenez peut-être, Sir Henry, qu'à 2 ou 3 occasions nous nous sommes beaucoup amusés, à exposer des énigmes et à proposer des solutions. Vous aviez été assez aimable pour dire que je ne m'en étais pas trop mal tiré. »« Vous nous avez tous battus, oui, » répondit Sir Henry avec chaleur. « Vous avez fait preuve d'un véritable génie pour ce qui était d'atteindre la vérité. Je me rappelle que vous citiez toujours en exemple un parallèle villageois qui vous aurait mise sur la piste. » Il sourit, mais Miss Marple demeura grave. « C'est ce qui m'a donné le courage de venir vous voir aujourd'hui. Si je vous dis quelque chose, au moins vous ne rirez pas de moi. » Il comprit soudain qu'elle était terriblement sérieuse. « Je ne rirai certainement pas, » lui assura-t-il gentiment. « Sir Henry, cette fille, Rose Emott, elle ne s'est pas noyée. Elle a été tuée. Et je sais qui l'a tuée. » Sir Henry resta muet de saisissement pendant quelques secondes. Miss Marple avait dit cela d'une voix égale et tranquille, sans manifester plus d'émotion que pour une communication des plus ordinaires. « C'est une déclaration très grave que vous faites là, Miss Marple, » dit Sir Henry quand il eut repris sa respiration. Elle hocha doucement plusieurs fois la tête. « Je sais. C'est bien pourquoi je suis venu à vous. Mais ma chère demoiselle, ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Je ne suis plus qu'un simple particulier aujourd'hui. Si vous avez connaissance de quoi que ce soit de ce genre, vous devez aller à la police. » « Je ne pense pas pouvoir faire ça. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que, voyez-vous, je n'ai aucune connaissance, comme vous appelez ça. » « Vous voulez dire que c'est une simple supposition de votre part ? Si vous voulez. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Je sais. Je suis en position de savoir. Mais si j'expliquais à l'inspecteur Drewitt pourquoi je sais, eh bien, il ne ferait qu'en rire. Et franchement, je ne pourrais pas l'en blâmer. Il est bien difficile de comprendre ce qu'on pourrait appeler une connaissance spécialisée. « Comme par exemple ?» demanda Sir Henry. Miss Marple eut un petit sourire. « Si je vous disais que je le sais à cause d'un dénommé Peasgood qui laissait des navets au lieu de carottes quand il passait avec sa charrette et vendait des légumes à ma nièce il y a des années. » Elle s'arrêta dans un silence éloquent. « En somme, vous fondez votre jugement sur des faits comparables. »« Je connais la nature humaine, » dit Miss Marple. « Comment ne pas la connaître quand on a vécu pendant des années dans un village ? Me croyez-vous ou non ? C'est toute la question. » Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Elle avait seulement les joues un peu plus roses. Sir Henry avait une grande expérience de la vie. Il se décidait vite, sans tourner autour du pot. Aussi invraisemblable et fantastique que pouvait paraître la déclaration de Miss Marple, il n'hésita pas un instant. « Je vous crois, Miss Marple. Mais je ne comprends pas ce que vous attendez de moi, ni pourquoi c'est à moi que vous vous adressez. »« J'y ai longuement réfléchi, » répondit Miss Marple. « Comme je vous l'ai dit, il serait inutile d'aller à la police sans aucun fait, et je n'en ai aucun. Je voudrais donc vous demander de vous intéresser vous-même à l'affaire. L'inspecteur Drewitt en serait certainement très flatté. Et bien sûr, si les choses devaient aller plus loin, le chef de la police du comté, le colonel Melchett, serait de la cire entre vos mains. » Elle le regarda d'un air suppliant. « Et quelles informations allez-vous me donner pour me permettre de m'atteler à ce travail ? » « J'ai songé à vous écrire un nom. Le nom.
sur un bout de papier que je vous donnerai. Si, dans le courant de l'enquête, vous jugez que la personne en question n'est en aucune façon impliquée dans l'affaire, eh bien, c'est que je me serais trompé. » Elle s'arrêta, puis ajouta avec un léger frisson, « Ce serait si abominable, si effroyablement abominable de faire pendre un innocent. »« Que diable !» s'écria sir Henry stupéfait. Elle tourna vers lui un visage angoissé. « Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. L'inspecteur Drewitt est certainement intelligent, voyez-vous, mais une intelligence moyenne peut se révéler très dangereuse parfois. Elle ne vous entraîne pas assez loin. » Sir Henry la dévisagea avec curiosité. En tâtonnant, Miss Marple ouvrit son petit sac, sortit un carnet de notes, en arracha une feuille, y inscrivit soigneusement un nom, la plia en deux et la tendit à Sir Henry. Celui-ci déplia la feuille. Le nom ne lui disait rien, mais il haussa un peu les sourcils. Il jeta à Miss Marple un regard étonné et fourra le papier dans sa poche. « Eh bien, voilà une histoire. Je n'ai encore jamais rien fait de pareil, mais je vais miser sur le jugement que je me fais de vous, Miss Marple. » Sir Henry était assis en compagnie du colonel Melchett, le chef de la police du comté, et de l'inspecteur Drewitt. Le colonel Melchett était un homme de petite taille, aux manières agressivement militaires. L'inspecteur était grand, large et plein de bon sens. « J'ai vraiment l'impression de me mêler de ce qui ne me regarde pas, » déclara Sir Henry avec son aimable sourire. « Je ne peux malheureusement pas vous dire pourquoi je fais ça. Pure vérité. »« Mon cher, nous en sommes enchantés. C'est très flatteur pour nous. »« C'est un honneur, Sir Henry, » dit l'inspecteur. Le chef de la police pensait « Le pauvre, il s'ennuie à mourir chez les Bantry, avec le vieux qui passe son temps à insulter le gouvernement et la vieille à babiller à propos de bulbes. » L'inspecteur pensait « Dommage que nous ne soyons pas face à un réel problème, un des plus brillants cerveaux d'Angleterre, d'après ce qu'on dit. Dommage que ce soit du tout cuit. » Le chef de la police dit tout haut « Tout cela, je pense, est très sordide et très simple. On a d'abord cru que la fille s'était suicidée. Elle allait enfanter, vous comprenez. Toutefois, notre médecin, le docteur Haydock, est un type consciencieux. Il a remarqué qu'elle avait des bleus sur les bras, sur le haut des bras, datant d'avant la mort, juste à l'endroit où on aurait pu l'attraper pour la flanquer à l'eau. Cela nécessitait-il beaucoup de force ? Je ne crois pas. Il n'y a sans doute pas eu lutte. La fille a dû être poussée par surprise. Ce pont de bois est plutôt glissant, rien de plus facile que de la faire passer par-dessus. Il n'y a pas de garde-fou de ce côté. C'est un fait établi, la tragédie a bien eu lieu à cet endroit. Oui. Nous avons Jimmy Brown, un gamin d'une 12aine d'années. Il se trouvait dans les bois, sur l'autre rive. Il a entendu une espèce de cri venant du pont et un plouf. C'était le crépuscule. Difficile de distinguer quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il a vu quelque chose de blanc qui flottait sur l'eau et il a couru chercher du secours. On l'a repêché, mais il était trop tard pour la ranimer. Sir Henry hocha la tête. Le gamin n'a vu personne sur le pont ? Non. Mais comme je vous l'ai dit, c'était le crépuscule et il y a toujours du brouillard par là. J'ai l'intention de l'interroger pour savoir s'il a vu quelqu'un juste avant ou juste après, mais vous comprenez, il a pensé que la fille s'était jetée à l'eau, comme tout le monde au début. Et puis, il y a le papier, dit l'inspecteur Drewitt. Il se tourna vers Sir Henry. Un papier dans la poche de la fille, monsieur, écrit avec une espèce de crayon pour artiste. Il était tout détrempé, mais nous avons réussi à le lire quand même. Et cela disait quoi ? Cela venait du jeune Sandford. « D'accord, écrivait-il, je te retrouverai sur le pont à 20h30 et signé R.S. » Et ma foi, il était aussi près que possible de 20h30, quelques minutes après, quand Jimmy Brown a entendu le cri et le plouf. « Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce Sandford, » poursuivit le colonel Melchett. « Il est arrivé depuis environ un mois. C'est un de ces jeunes architectes modernistes qui construisent d'étranges maisons. Il en construit une pour Allington. Dieu sait à quoi elle va ressembler, pleine de ces choses ultramodernes, j'imagine, une table de salle à manger en verre et des chaises chirurgicales en acier avec des sangles. Bon, ça n'a rien à voir, mais cela montre le genre d'individu que c'est bolchevique, sans moralité. La séduction, remarqua doucement Sir Henry, est un délit établi de longue date, mais qui ne va pas, bien sûr, jusqu'à comprendre l'assassinat. Le colonel Melchett le dévisagea.
Ah oui, dit-il. Tout à fait. Tout à fait. Ma foi, Sir Henry, dit Drewitt, voilà l'affaire. Pas jolie, mais très simple. Le jeune Sandford met la fille dans les ennuis, puis il se dispose à rentrer à Londres. Il a quelqu'un là-bas, une charmante jeune fille, sa fiancée. Alors évidemment, cette histoire, si elle en entend parler, risque de lui retirer toutes ses chances. Il retrouve donc Rose sur le pont, la soirée est brumeuse, il n'y a personne, il l'attrape par les épaules et la pousse à l'eau. Un beau salaud qui mérite ce qu'il attend. Voilà mon opinion. Sir Henry resta silencieux un moment. Il percevait sous ses propos l'existence d'un puissant préjugé. Un architecte aux idées modernistes ne risquait pas de rencontrer grand succès dans un village aussi conservateur que St. Mary Mead. Le fait que Sandford soit le père de l'enfant à venir ne fait aucun doute, je suppose, demanda-t-il enfin. C'est bien lui, répondit Drewitt. Rose Emmet l'a avoué à son père. Elle s'imaginait qu'il allait l'épouser. L'épouser, lui. Seigneur, se dit Sir Henry, me voilà tombé en plein mélodrame victorien. La jeune fille innocente, le vaurien venu de Londres, le père impitoyable. Il ne manque plus que l'amoureux fidèle du village. Oui, je crois que le moment est venu de s'occuper de lui. Et tout haut, il dit « Cette jeune fille n'avait pas un amoureux ici, au village ?»« Vous voulez parler de Joe Ellis ?» demanda l'inspecteur. « Un brave type, ce Joe. Menuisier de son état. Ah, si elle s'en était tenue à Joe !» Le colonel Melchett approuva. « Il faut rester dans son milieu, » grommela-t-il. « Comment Joe Ellis avait-il pris cette histoire ?» demanda Sir Henry. « Personne n'en a rien su, » répondit l'inspecteur. « C'est un garçon tranquille, ce Joe, renfermé. Pour lui, tout ce que faisait Rose était bien. Elle le menait par le bout du nez. Il espérait qu'elle lui reviendrait un jour, je pense. »« J'aimerais le rencontrer, » déclara Sir Henry. « Oh, nous allons passer le voir, » répondit le colonel Melchett. « Nous ne négligeons aucune piste. J'avais l'intention d'aller rendre visite d'abord à Emmet, puis à Sandford et enfin à Ellis. Cela vous convient, Clittering ?» Sir Henry répliqua que cela lui convenait à merveille. Ils trouvèrent Tom Emmet au sanglier bleu. C'était un homme massif, d'âge mûr, au regard fuyant et aux mâchoires puissantes. « Content de vous voir, messieurs. Bonjour, colonel. Venez par ici, nous serons plus tranquilles. Puis-je vous offrir quelque chose, messieurs? Non? Comme vous voudrez. Vous venez sans doute au sujet de ma pauvre Rose. Ah, c'était une brave fille, Rose. Elle avait toujours été une brave fille jusqu'à ce que ce maudit salaud, mille excuses, mais c'est ce qu'il est, se ramène. Il avait promis de l'épouser, mais je le traînerai devant les tribunaux. L'y a poussé, salaud de meurtrier, a amené la honte sur nous tous, ma pauvre fille. Votre fille vous a-t-elle clairement signifié que Mr. Sandford était responsable de son état ? Demanda Melchett d'un ton cassant. Oui, et même ici, dans cette pièce. Et que lui avez-vous répondu alors ? Demanda Sir Henry. Répondu ? Répéta l'homme, qui parut un instant décontenancé. Oui, vous ne l'avez pas menacé, par exemple, de la mettre à la porte. J'étais un peu retourné, c'est bien naturel. Vous ne me direz pas le contraire. Mais bien sûr, je ne l'ai pas mise à la porte. Je n'aurais jamais fait une chose pareille, dit-il, affectant une vertueuse indignation. Non. À quoi sert la loi ? Voilà ce que je dis. À quoi sert la loi ? D'après elle, il devait réparer. Et puisqu'il ne l'a pas fait, par Dieu, il doit payer. Il frappa du poing sur la table. « Quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois ?» demanda Melchett. « Hier, à l'heure du thé. »« Comment l'avez-vous trouvée ?»« Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien remarqué. Si j'avais su. »« Mais vous ne saviez pas, » répliqua l'inspecteur. Ils s'en allèrent. « Cette Emmet est loin de faire bonne impression, » déclara Sir Henry d'un ton pensif. « Une fripouille, » répondit Melchett. « Il aurait fait casquer Sandford s'il avait pu. » Ils allèrent ensuite chez l'architecte. Rex Sandford ne ressemblait guère à l'image que Sir Henry s'en était formée inconsciemment. Il était grand, très blond et très mince. Ses yeux étaient bleus et rêveurs, ses cheveux en bataille et un peu trop longs, sa façon de parler avait quelque chose de trop efféminé. Le colonel Melchett se chargea des présentations, puis il passa aussitôt à l'objet de leur visite.
il demanda au jeune homme un compte-rendu de ses faits et gestes la veille au soir. « Comprenez bien, l'avertit Melchett, je ne suis pas en droit de vous contraindre à faire une déclaration, mais toute déclaration que vous aurez faite pourra être utilisée contre vous. Que ceci soit bien clair. Je ne comprends pas, dit Sandford. Vous avez compris que Rose Emmott est morte noyée hier soir. Je sais. Oh, c'est vraiment trop épouvantable. En vérité, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai été incapable de travailler aujourd'hui. Je me sens responsable, terriblement responsable. Il se passa la main dans les cheveux, ne faisant que les décoiffer un peu plus. Je ne voulais pas lui faire de mal, reprit-il d'un ton pitoyable. Je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle prendrait les choses comme ça. Il s'assit à sa table et enfouit son visage entre ses mains. Dois-je comprendre, Mr. Sandford, que vous refusez de nous dire où vous vous trouviez hier soir à 8h30 ? Non, non, bien sûr que non. Je suis sorti, je suis allé me promener. Et vous êtes allé retrouver Miss Emmott ? Non, je suis sorti seul. Me promener, dans les bois, très loin. En ce cas, comment expliquez-vous ce message que nous avons trouvé dans la poche de la morte ? L'inspecteur Drewitt le lut à haute voix, d'un ton égal. Alors, monsieur, dit-il pour finir, niez-vous l'avoir écrit ? Non. Non, vous avez raison, je l'ai bien écrit. Rose me demandait un rendez-vous. Elle insistait, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai écrit ce message. Bon, voilà qui est mieux, remarqua l'inspecteur. Mais je n'y suis pas allé, s'écria Sandford, dont la voix avait monté d'un ton sous l'effet de l'énervement. Je n'y suis pas allé. J'ai pensé qu'il valait mieux pas. Je devais retourner en ville le lendemain. Je pensais qu'il valait mieux ne pas la voir. J'avais l'intention de lui écrire de Londres et de lui proposer un arrangement. Saviez-vous, monsieur, que cette fille attendait un enfant et qu'elle vous avait désigné comme en étant le père ? Sandford émit un grognement, mais ne répondit pas. Cette déclaration est-elle vraie, monsieur ? Sandford enfonça de plus belle sa figure dans ses mains. Je suppose, fit-il d'une voix étouffée. Ah, fit l'inspecteur Drewitt, qui ne pouvait pas dissimuler sa satisfaction. Revenons maintenant à votre promenade. Quelqu'un vous aurait-il vu hier soir ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Pour autant qu'il m'en souvienne, je n'ai rencontré personne. Dommage. Que voulez-vous dire ? S'exclama Sandford en le regardant affolé. Quelle importance que je sois ou non sorti me promener ? Qu'est-ce que ça change au fait que Rose se soit noyée ? Ah, c'est que, voyez-vous, elle ne s'est pas noyée, fit l'inspecteur. On l'a noyée délibérément, Mr. Sandford. On l'a ? Il lui fallut quelques instants pour mesurer toute l'horreur de la chose. Mon Dieu ! Mais alors ? Il se laissa tomber sur une chaise. Le colonel Melchett fit un pas vers la porte. « Vous comprendrez, Sandford, que vous n'êtes pas autorisé à quitter cette maison. » Ils sortirent tous les trois ensemble. L'inspecteur et le chef de la police du comté échangèrent un regard. « Cela suffit, je pense, monsieur, » dit l'inspecteur. « Oui, faites établir un mandat d'amener et arrêtez-le. »« Excusez-moi, » dit Sir Henry, « j'ai oublié mes gants. » Il rentra rapidement dans la maison. Sandford était encore assis là où il l'avait laissé, prostré, les yeux dans le vague. « Je suis revenu, » déclara Sir Henry, « personnellement vous dire que je suis disposé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Je ne suis pas libre de vous révéler les raisons de l'intérêt que je vous porte, mais je vais vous demander, si vous voulez bien, de me raconter aussi brièvement que possible ce qui s'est passé entre vous et cette fille. »« Elle était jolie, » répondit Sandford. « Jolie et séduisante, et elle a proprement fait mon siège. Devant Dieu, c'est la vérité. Elle ne me laissait pas tranquille. Alors, comme je me sentais plutôt seul ici, que personne ne m'aimait beaucoup, et puis, comme je l'ai dit, elle était extrêmement jolie, et elle semblait savoir ce qu'elle faisait, et tout ça. » Sa voix s'éteignit, il leva les yeux. « Cela a fini par arriver. Elle voulait que je l'épouse. Je ne savais pas quoi faire. Je suis fiancé à une jeune fille à Londres. Si elle entend parler de cette histoire, et elle en entendra parler, eh bien tout est fini. Elle ne comprendra pas. Comment le pourrait-elle ? Bien sûr, je suis un sale type, mais comme je vous le disais, je ne savais pas quoi faire. Je voulais éviter de revoir Rose. Je pensais rentrer à Londres, consulter mon avocat et lui proposer un arrangement financier et autres.
Seigneur, quel imbécile j'ai été. Et l'affaire paraît si claire, l'accusation contre moi. Mais il se trompe, elle doit l'avoir fait elle-même. Vous a-t-elle jamais menacé d'un suicide? Jamais. D'ailleurs, je n'aurais jamais cru qu'elle pourrait faire ça. Que savez-vous d'un dénommé Joe Ellis? Le menuisier? C'est le villageois, modèle courant, ennuyeux, mais amoureux fou de Rose. Il aurait pu être jaloux, suggéra Sir Henry. Je suppose qu'il l'était un peu, mais il est du genre bovin. Il souffre en silence. Bien, dit Sir Henry, je dois m'en aller. Il alla rejoindre les autres. Savez-vous, Melchett, je crois que nous devrions passer voir l'autre type, Ellis, avant de prendre des mesures radicales. Il serait regrettable de commettre une erreur. Après tout, la jalousie est un excellent mobile de meurtre et plutôt assez courant. C'est vrai, reconnut l'inspecteur. Mais Joe Ellis n'est pas comme ça. Il ne ferait pas de mal à une mouche. On ne l'a jamais vu se mettre en colère. Cependant, je suis d'accord pour aller lui demander où il se trouvait hier soir. À cette heure-ci, il doit être rentré. Il loge chez Mrs. Bartlett, une brave femme, une veuve qui gagne sa vie en faisant des lessives. La raison devant laquelle ils s'arrêtèrent était d'une méticuleuse propreté. Une grande et forte femme d'âge mûr vint leur ouvrir la porte. Elle avait le visage avenant et des yeux bleus. « Bonjour, Mrs. Bartlett, dit l'inspecteur. Joe Ellis est là ? Depuis 10 minutes, répondit Mrs. Bartlett. Mais entrez, messieurs, je vous en prie. Tout en s'essuyant les mains à son tablier, elle les conduisit dans un minuscule salon où s'entassaient des animaux empaillés, des chiens en porcelaine, un sofa et divers meubles inutiles. Elle s'empressa de leur offrir des sièges, déplaça un guéridon pour leur faire un peu de place et sortit en criant « Joe ! 3 messieurs désirent vous voir ?» De la cuisine, une voix répondit « Je me lave les mains et j'arrive !» Mrs. Bartlett sourit. « Venez, Mrs. Bartlett, dit le colonel Melchett, asseyez-vous avec nous. »« Oh non, monsieur, vous n'y pensez pas. » L'idée l'avait choqué. « Joe Ellis est un bon locataire ?» demanda le colonel sans avoir l'air d'y toucher. Il n'y en a pas de meilleur. Un garçon sans histoire, jamais une goutte d'alcool, fier de son travail, toujours aimable et prêt à rendre service dans la maison. Il a installé ses étagères pour moi et un vaisselier neuf dans la cuisine. Vous avez besoin de quoi que ce soit, Joe le fait, bien sûr, et il n'attend même pas de remerciements. Il n'y a pas beaucoup de jeunes gens comme Joe, monsieur. Un de ces jours, il fera le bonheur d'une fille, laissa tomber négligemment Melchett. Il avait bien un faible pour cette pauvre Rose Emott, non? Mrs. Bartlett soupira. Ça me faisait peine à voir, vraiment. Lui qui vénérait jusqu'à la trace de ses pas, et elle qui s'en souciait comme d'une guigne. Où Joe passe-t-il ses soirées, Mrs. Bartlett? Mais ici, d'ordinaire. Il fabrique parfois de drôles d'objets, et puis il étudie la comptabilité par correspondance. Vraiment? Et il était là hier au soir? Oui, monsieur. Vous en êtes sûr, Mrs. Bartlett demanda vivement Sir Henry. Elle se tourna vers lui. Tout à fait sûr, monsieur. Il ne serait pas sorti par hasard entre 8h et 8h30? Oh non, fit Mrs. Bartlett en riant. Il a passé la soirée à monter le vaisselier, et je l'ai aidé. Sir Henry regarda son visage tranquille et souriant, et ressentit son premier pincement de doute. Ellis entra une seconde plus tard. Il était grand, large d'épaules, un beau garçon selon les critères campagnards. Il avait des yeux bleus au regard timide et un sourire bon enfant, en somme un jeune et sympathique géant. Melchett entama la conversation. Mrs. Bartlett se retira dans sa cuisine. « Nous enquêtons sur la mort de Rose Emott. Vous la connaissiez, Ellis ?»« Oui. » Il hésita et marmonna. « J'espérais l'épouser un jour. Pauvre petite. » « Vous étiez au courant de son état ?»« Oui, » répondit-il. Une lueur de colère s'alluma dans ses yeux. L'avait laissé tomber. D'un sens, tant mieux. N'aurait pas été heureuse, mariée avec lui. J'avais prévu qu'elle viendrait à moi quand ça arriverait, je me serais occupé d'elle. Malgré... C'était pas sa faute. Il l'a égarée avec ses belles promesses et tout ça. Oh, elle me l'a raconté. N'aurait pas dû se noyer, n'en valait pas la peine. Où étiez-vous, Ellis, hier au soir à 8h30 ? Était-ce un effet de l'imagination de Sir Henry, ou y avait-il vraiment une vague gêne dans sa prompte, presque trop prompte réponse ? J'étais ici.
J'ai installé un truc dans la cuisine pour Mrs. Bartlett. Demandez-lui, elle vous le dira. » Quelle vitesse, pensa Sir Henry. Ce garçon a plutôt l'esprit lent. Pour qu'il ait répondu du tac au tac, je le soupçonne d'avoir eu sa réplique toute prête. Non, se dit-il, c'était encore un effet de son imagination. Il s'imaginait des choses, oui. Il s'imaginait même avoir aperçu une lueur d'appréhension dans ses yeux bleus. Après quelques questions et quelques réponses supplémentaires, ils se préparèrent à partir. Sir Henry trouva un prétexte pour se rendre d'abord à la cuisine. Mrs. Bartlett s'affairait devant ses fourneaux. Elle lui adressa un aimable sourire. Un vaisselier neuf était fixé au mur. Le travail n'était pas tout à fait fini. Des outils et des morceaux de bois traînaient encore par terre. « Voilà ce que faisait Ellis hier soir, » dit Sir Henry. « Oui, monsieur. Joli travail, n'est-ce pas? C'est un menuisier très habile, ce Joe. Pas la moindre gêne, ni la moindre lueur d'appréhension dans l'œil. Et pourtant, Ellis, où l'aurait-il imaginé? Non, il y avait bien eu quelque chose. Il faut que je lui en parle, se dit Sir Henry. Comme il s'apprêtait à quitter la cuisine, il se heurta à un landau. « Oh, j'espère que je n'ai pas réveillé le bébé. » Mrs. Bartlett partit d'un éclat de rire. « Oh, non, monsieur, je n'ai pas d'enfant. C'est bien dommage. Je m'en sers pour transporter le linge. »« Oh, je vois. » Il se tut, puis demanda tout à coup, sur une impulsion, « Mrs. Bartlett, vous avez connu Rose Emott. Dites-moi ce que vous en pensiez vraiment. » Elle le regarda avec curiosité. « Ma foi, monsieur, je pense qu'elle était frivole. Mais elle est morte et je n'aime pas dire du mal des morts. »« J'ai une raison, une très bonne raison pour vous poser cette question, » riposta-t-il d'un ton persuasif. Elle parut réfléchir tout en l'étudiant attentivement. Elle finit par se décider. « Elle ne valait pas cher, monsieur, » déclara-t-elle tranquillement. « Je ne le dirai pas devant Joe. Elle lui avait bel et bien tourné la tête. C'est justement le genre qui peut ça, et c'est bien dommage. Vous savez ce que c'est, monsieur? » Oui, Sir Henry savait. Dans le monde entier, les Joe Ellis sont particulièrement vulnérables. Ils font confiance aveuglément, mais lorsqu'ils ouvrent les yeux, le choc est d'autant plus grand. Sir Henry s'en alla perplexe et déçu. Il se trouvait devant un mur. Joe Ellis avait passé la soirée à travailler dans la maison, en présence de Mrs. Bartlett. Comment contourner ça? Il n'avait rien à y opposer, sinon la promptitude avec laquelle Joe Ellis avait répondu, cette impression qu'il avait eue d'une histoire toute prête. « Eh bien, dit Melchett, l'affaire est claire maintenant, hein? »« Oui, monsieur, répondit l'inspecteur. Sandford est notre homme. Il n'a rien à avancer en sa faveur, c'est clair comme le jour. Comme je vois les choses, le père et la fille s'apprêtaient à, ma foi, pratiquement le faire chanter. Il n'a pour ainsi dire pas d'argent et il ne voulait pas que cette histoire revienne aux oreilles de sa fiancée. Sa situation était désespérée et il a agi en conséquence. Qu'en dites-vous, monsieur ? Ajouta-t-il en s'adressant à Sir Henry avec déférence. Tout le laisse à penser, reconnut Sir Henry. Et pourtant, je ne peux pas m'imaginer Sandford comme étant un acte de violence. Cependant, il savait bien que son objection n'était pas valable. Acculé, l'animal le plus doux est capable de choses extraordinaires. « J'aimerais quand même voir le gamin, » dit-il soudain. Celui qui a entendu le cri se révéla un gosse intelligent, plutôt petit pour son âge, avec un visage pointu aux traits fins. Il avait très envie d'être interrogé et fut très déçu de voir qu'on l'interrompait pour vérifier certains points de son dramatique récit. « Si je comprends bien, tu te trouvais de l'autre côté du pont, » dit Sir Henry, « sur la rive opposée au village. Aurais-tu vu quelqu'un de l'autre côté quand tu as traversé le pont ? » Quelqu'un marchait dans les bois. Je crois que c'était Mr. Sandford, l'architecte qui a construit la maison bizarre. Les trois hommes échangèrent des regards. 10 minutes à peu près avant que tu entendes le cri ? Le gamin hocha la tête. As-tu vu quelqu'un d'autre sur la rive du village ? J'ai vu un homme dans le sentier. Il marchait lentement en sifflotant. Ça aurait pu être Joe Ellis. Tu ne pouvais pas voir qui c'était, répliqua vivement l'inspecteur. Au crépuscule et avec ce brouillard, c'est à cause de ce qu'il sifflait, riposta le gamin. Joe Ellis siffle toujours le même air. Je voudrais être heureux. C'est le seul air qu'il connaît. Il avait dit ça avec le mépris du jeune moderniste pour un vieux retardataire. N'importe qui peut siffler un air, remarqua Melchett.
Il marchait en direction du pont? Non, de l'autre côté, vers le village. Je ne pense pas qu'il faille se préoccuper de cet inconnu, décréta Melchett. Tu as entendu un cri et un plouf. Quelques minutes plus tard, tu as aperçu le corps qui flottait, porté par le courant, et tu as couru chercher du secours. Tu es donc retourné jusqu'au pont, tu l'as traversé, et tu es allé directement au village. Tu n'as vu personne près du pont à ce moment-là. J'ai cru voir 2 hommes avec une brouette sur le sentier longeant la rivière, mais ils étaient assez loin, et je ne sais pas dans quel sens ils allaient. Et comme la maison de Mr. Gill est plus près, j'ai couru là-bas. Tu as bien fait, mon garçon, dit Melchett. Tu as très bien agi, avec beaucoup de présence d'esprit. Tu es scout, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. C'est très bien. Sir Henry était resté silencieux. Il réfléchissait. Il tira un bout de papier de sa poche, le regarda et secoua la tête. Ça paraissait impossible. Et pourtant, il décida d'aller voir Miss Marple. Elle le reçut dans son joli petit salon à l'ancienne, légèrement surencombré. « Je viens vous faire mon rapport », lui déclara Sir Henry. « De notre point de vue, les choses se présentent mal, j'en ai peur. Ils sont sur le point d'arrêter Sandford. Et je dois avouer qu'ils ont toutes les raisons de le faire. » « Alors vous n'avez donc rien trouvé qui puisse, comment dirais-je, étayer ma théorie ?» demanda-t-elle anxieuse. « Je me suis peut-être trompé, complètement trompé. Avec toute votre expérience, cela ne vous aurait sûrement pas échappé. »« D'une part, lui déclara Sir Henry, j'ai peine à y croire. D'autre part, nous nous heurtons à un alibi inattaquable. Joe Ellis a passé toute la soirée à fixer un vaisselier dans la cuisine, et Mrs. Bartlett l'a regardé faire. » Miss Marple se pencha vers lui, le souffle court. « Mais ce n'est pas possible, dit-elle. C'était vendredi soir. »« Vendredi soir ? » ?»« Oui, vendredi soir. Tous les vendredis soirs, Mrs. Bartlett rapporte le linge à ses clients. » Sir Henry se radossa à son siège. Il se rappelait ce qu'avait dit le gamin à propos de l'homme qui sifflait, et oui, tout se mettait en place. Il se leva et serra chaleureusement la main de Miss Marple. « Je sais où je vais maintenant. Du moins, je peux essayer. » 5 minutes plus tard, il était chez Mrs. Bartlett, face à Joe Ellis, dans le petit salon, parmi les chiens de faïence. « Vous nous avez menti au sujet d'hier soir, Ellis, » dit-il d'un ton cassant. Vous n'étiez pas dans la cuisine, occupé à monter le vaisselier entre 8h et 8h30. On vous a vu sur le sentier qui longe la rivière, vers le pont, quelques minutes avant que Rose et Mott ne soient assassinés. Ellis poussa une exclamation étouffée. « Mais elle n'a pas été assassinée, non. J'ai rien à voir avec ça. Elle s'est jetée elle-même, c'est tout. Elle était désespérée. J'aurais jamais touché un cheveu de sa tête. »« Dans ce cas, pourquoi avez-vous menti ?» demanda vivement Sir Henry. Joe Ellis, qui fuyait son regard, baissa les yeux. « J'ai eu peur. Mrs. Bartlett m'avait vu là-bas. Et quand nous avons appris ce qui s'était passé, eh bien, elle a pensé que c'était mauvais pour moi. J'ai dit que je raconterais que j'avais travaillé ici, et elle a accepté de me soutenir. Il n'y en a pas beaucoup des comme elle. Elle a toujours été bonne pour moi. » Sans un mot, Sir Henry quitta la pièce et entra dans la cuisine. Mrs. Bartlett faisait la vaisselle. « Mrs. Bartlett, lui dit-il, je sais tout. Vous feriez mieux d'avouer, du moins si vous ne voulez pas que Joe Ellis soit pendu pour un crime qu'il n'a pas commis. Non, je vois que vous ne voulez pas de ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous êtes parti livrer votre linge. Vous avez rencontré Rose et Mott. Vous pensiez qu'elle avait envoyé promener Joe pour partir avec cet étranger. Mais maintenant, elle se trouvait en difficulté. Joe était prêt à venir à son secours, à l'épouser s'il le fallait, et si elle le voulait. Il y vivait chez vous depuis 4 ans, et vous étiez tombée amoureuse de lui. Vous le vouliez pour vous toute seule. Vous haïssiez cette fille. Vous ne pouviez pas supporter que cette misérable petite traînée vous enlève votre homme. Vous avez de la force, Mrs. Bartlett. Vous avez attrapé la fille par les épaules et vous l'avez poussée à l'eau. Quelques minutes plus tard, vous avez rencontré Joe Ellis. Jimmy vous a vu ensemble de loin. Mais à la faveur du brouillard et de l'obscurité, il a pris le landau pour une brouette tirée par 2 hommes. Vous avez persuadé Joe qu'il risquait d'être soupçonné,
et vous lui avez soi-disant concocté un alibi qui en réalité vous était destiné. Et maintenant dites-moi, vrai ou faux ?» Il retint son souffle. Il avait tout misé d'un coup. Plantée devant lui, Mrs. Bartlett s'essuya longuement les mains sur son tablier, le temps de prendre une décision. « C'est exactement comme vous avez dit, monsieur, » répondit-elle enfin de sa voix basse et tranquille, une voix que sir Henry trouva tout à coup dangereuse. « Je ne sais ce qui m'a pris. Éhontée, voilà ce qu'elle était. Ça m'a pris comme ça. Elle ne m'enlèverait pas Joe. J'ai pas eu une vie heureuse, monsieur. Mon mari, ce n'était pas une affaire, invalide et hargneux. Je l'ai soigné, je m'en suis bien occupé. Et puis Joe est arrivé. Je ne suis pas si vieille, monsieur. Malgré mes cheveux gris. À peine 40 ans. Et il n'y en a pas 1 sur 1000 comme Joe. J'aurais fait n'importe quoi pour lui, absolument n'importe quoi. Il était comme un petit enfant, monsieur, si gentil, si confiant. Il était à moi, monsieur. C'est moi qui veillais sur lui. Et ça... Elle déglutit, réfréna son émotion. Même en cet instant, elle restait une forte femme. Très droite, elle regardait sir Henry avec curiosité. « Je suis prête à vous suivre, monsieur. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait deviner. Je ne vois pas comment vous avez pu comprendre, monsieur. Vraiment, je ne vois pas. » Sir Henry secoua gentiment la tête. « Ce n'est pas moi qui ai compris, » dit-il, en pensant au bout de papier qu'il avait encore dans sa poche, où, d'une écriture bien formée et démodée, on pouvait lire « Mrs. Bartlett, chez qui habite Joe, au numéro 2, Mill Cottage. » Une fois de plus, Miss Marple avait vu juste.